Bonjour. Bonjour. Et bonjour. Qu'avez-vous fait comme étude? Laissez-moi deviner. Est-ce que vous avez fait philo, psycho, fac de sociaux, ou vous êtes peut-être diplômé en histoire ou en lettres modernes? Si c'est le cas, comme moi, vous avez peut-être entendu pendant votre cursus cette phrase « Alors, tu veux être prof ?» Bonne nouvelle, les temps ont changé. Évidemment, on a toujours besoin de profs. Mais pour les littéraires et les diplômés en sciences humaines, l'enseignement n'est plus le seul et unique débouché. Si vous souhaitez percer dans le numérique, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être geek, ingénieur pur et dur ou de sortir de Polytechnique. Hier dévalorisé, aujourd'hui, les profils littéraires intéressent de plus en plus les entreprises de la tech et ils y font de très belles carrières. Pourquoi? Parce qu'avec l'essor de l'intelligence artificielle, on n'a plus que jamais besoin d'esprit critique, d'empathie, de sensibilité et de créativité. C'est ce que nous explique très bien le chercheur François Tadei dans son livre « Apprendre au XXIe siècle ». Face aux hard skills, il faut développer ce qu'on appelle les soft skills. Par exemple, être à l'écoute de ses propres émotions, savoir détecter celles des autres, dénouer les tensions, gérer son stress pour éviter de contaminer ses collègues, savoir s'adapter, transmettre des savoirs, raconter des histoires, remettre les faits en perspective, savoir prendre du recul, apprendre tout au long de sa carrière. Les artistes, les romanciers, les poètes, tous les artisans du langage, tous ceux qui racontent leur monde intérieur et le monde extérieur ont un rôle majeur à jouer, celui de donner du sens et de la conscience à la révolution technologique. Aujourd'hui, on a soif d'intelligence émotionnelle. C'est ce que montre le grand dossier que Madame Figaro publie cette semaine, signé Lisa Vignoli. Si vous avez ce profil, alors vous pouvez devenir par exemple plume pour robot. Ma première invitée, Clotilde Chevet, est une chercheuse. Elle étudie ces nouveaux métiers qui créent des interactions entre les hommes et la machine. Clotilde, vous êtes doctorante en sciences de l'information et de la communication. Tout à fait. Vous enseignez au CELSA Sorbonne Université et votre thèse porte sur les pratiques d'écriture et d'oralité dans le cadre de l'interaction homme-machine et vous travaillez plus particulièrement sur les assistants personnels numériques, si je ne me trompe pas. C'est ça. Vous vous intéressez plus précisément aux procédés linguistiques utilisés pour donner une personnalité, un tempérament particulier aux robots. Dans votre métier, vous conjuguez intelligence artificielle et intelligence émotionnelle. Mon deuxième invité, Luc Daman, vous êtes vice-président et directeur général Europe de l'Ouest et du Sud chez Adobe, un éditeur de logiciels dédié à la création, au marketing digital et à l'expérience client. C'est ça. Vous évoluez dans l'univers des logiciels depuis une vingtaine d'années, vous avez une expérience aussi bien chez des grands éditeurs que dans des startups. Et avant de rejoindre Adobe en 2016, vous avez passé une dizaine d'années chez Hewlett-Packard France, où vous étiez membre du COMEX et vice-président en charge de la division logicielle. Vous êtes aussi titulaire d'un MBA en marketing de l'Université Laval au Canada et diplômé d'Audencia avec une spécialisation finance. J'ai tout dit. Vous avez tout dit. Voilà. Bravo. J'y arrive. Alors Luc, dans les entreprises de la tech, traditionnellement, ce sont plutôt les intelligences logico-mathématiques qui ont la vedette. Est-ce que chez Adobe, vous avez vous aussi recruté des profils littéraires, des artistes, des philosophes? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Alors, la réponse est clairement oui. Des philosophes, j'en suis pas complètement certain, mais sur nos 21 000 collaborateurs, il y a sans doute des philosophes. En revanche, effectivement, des profils extrêmement divers et variés, la réponse est oui. Ça tient sans doute à la nature, au caractère d'Adobe, qui n'est pas une entreprise de tech tout à fait comme les autres, puisqu'on a un héritage créatif extrêmement important à travers nos produits, qui sont utilisés par des créatifs, des designers, qu'ils soient amateurs ou professionnels dans le monde entier. Et ils puisent effectivement leur créativité. La richesse, c'est dans la diversité qu'on va la trouver. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, chez Adobe, la diversité est une valeur essentielle qu'on applique effectivement dans nos recrutements. Donc, pour répondre à votre question, est-ce qu'on a des artistes, des designers dans nos rangs? Oui, énormément. On pousse même ça assez loin. J'entendais parler tout à l'heure de résidence de création, Creative Residency. On propose à des jeunes talents, d'ailleurs, artistes, de nous rejoindre. On les embauche pendant 1 an.
et on leur met à disposition des ressources et tous les outils de création dont ils peuvent rêver. Et en échange, ils font bénéficier la communauté de leur processus créatif. Nous, ils nous enrichissent dans les échanges qu'on peut avoir avec eux, et effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Si on raisonne sur les profils plus généraux, vous avez parlé de soft skills tout à l'heure, mais c'est exactement notre réalité. On s'intéresse bien entendu, les hard skills, les compétences techniques sont indispensables, mais on s'intéresse de plus en plus aux soft skills. Si on prend l'exemple des métiers plus tournés vers le client, on va regarder la capacité d'adaptation, l'empathie. Je vous donne un exemple. Dans nos équipes de Customer Success, donc Customer Success sont les équipes qui vont s'occuper du déploiement et du bon usage de nos solutions chez les clients. On a recruté récemment 2 jeunes femmes. L'une est journaliste, donc vous voyez, Dalila, tout mène, le journaliste mène à plein de métiers. Un jour, je veux quitter Madame Figaro, j'aurai toutes mes chances. Les portes sont grandes ouvertes. Et une autre jeune femme qui vient du management hôtelier. Ce qui nous a intéressés, ce n'est pas effectivement les compétences techniques, ce sont ces soft skills qu'elles ont pu développer dans leur métier précédent. Et quand vous êtes journaliste, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous préparez une interview, vous vous intéressez aux autres, à vos interlocuteurs, vous essayez de comprendre leur psychologie. Ça s'applique parfaitement à nos métiers. On est ravis de pouvoir proposer ce type de passerelle. J'ajouterai un dernier élément, c'est que le fait d'intégrer la diversité dans la culture d'entreprise, c'est un facteur clé de succès pour l'avenir. Il faut savoir que d'ici, parce que ça fournit de l'agilité, d'ici 2030, la plupart des métiers seront des métiers nouveaux. Donc effectivement, les entreprises qui n'intègrent pas ça dans leur ADN au quotidien auront beaucoup de mal à rester dans la course. Merci Luc. Clotilde, Luc parle d'interlocuteurs qui sont des clients, et quand ces interlocuteurs sont des robots, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on devient plume pour robot? Et en quoi ça consiste concrètement? Je crois que pour le moment, on devient plume pour robot un peu par hasard. C'est un métier qui n'existe pas, qui existe à peine, qui est en train d'apparaître. Et la plupart des gens qui commencent à être plume pour robot, en fait, ils vont pour s'amuser. C'est des littéraires, c'est des créatifs. On a plusieurs profils. Il y a des linguistes, il y a des experts de la conversation, de la fiction, des anciens par exemple, des studios Pixar, maintenant, qui travaillent chez les GAFA. On a des spécialistes de séries télé qui vont être experts dans la création d'un personnage, d'une personnalité, d'une intrigue. Et c'est finalement ça le plus essentiel. Devenir plume pour robot, c'est être prêt à raconter une histoire, tout simplement, à choisir les bons mots, la bonne personnalité, le bon nom, la bonne voix pour représenter une entreprise, pour représenter un robot, et choisir des modèles relationnels aussi. Qu'est-ce qu'on va implémenter dans la machine, qu'est-ce qu'on veut lui faire dire, et quel type d'interlocuteur on veut qu'elle soit. On lui donne une forme d'intelligence émotionnelle. Est-ce que ce n'est pas un gros mot dans l'univers du numérique ? Je pense que l'intelligence émotionnelle n'est un gros mot nulle part, heureusement, et encore moins en fait, dans ce milieu de la tech et des nouvelles technologies, parce que on est en train de donner un rôle social à des robots, et le minimum que l'on puisse faire, c'est de faire preuve d'intelligence émotionnelle nous-mêmes pour savoir le rôle qu'on veut leur donner. Par contre, dire qu'il y a de l'intelligence émotionnelle dans la machine, là, c'est un gros mot. Luc, votre avis ? Je pense que les entreprises de la tech doivent être les premières à effectivement mettre en avant l'intelligence émotionnelle. Nous, notre mission en tant qu'entreprise, c'est de changer le monde à travers les expériences digitales. Donc, on travaille beaucoup avec nos clients pour les marques, les aider à relever le défi de l'expérience, devenir des créatrices d'expérience pour pouvoir acquérir et fidéliser des clients. Et vous savez, l'ingrédient principal qui permet effectivement de devenir créateur d'expérience, c'est l'émotion. C'est ce petit je ne sais quoi qui va permettre d'établir un lien durable et émotionnel entre la marque et son consommateur. Donc, nous, on pense effectivement que l'intelligence émotionnelle, c'est la superpower par excellence, et c'est quelque chose qu'on met effectivement totalement en avant. Et pour cause, savoir, vous l'avez dit en introduction, reconnaître, détecter, maîtriser ses émotions, mais également celles des autres, et pouvoir les comprendre, bien entendu, c'est quelque chose qui est moins à la portée des machines et des robots, n'est-ce pas Clotilde? Et c'est de fait une compétence qui va devenir de plus en plus primordiale. Mais concrètement, entre intelligence artificielle et intelligence émotionnelle, comment on fait pour les conjuguer toutes les deux, parce qu'elles semblent quand même un peu aux antipodes? Et est-ce qu'on peut déjà aujourd'hui donner une personnalité particulière à un robot?
Alors, sur ce sujet-là, je laisserai peut-être Clotilde le développer. En revanche, nous, je pense ce sont deux notions qui sont totalement complémentaires et qui se conjuguent. Je pense que l'interaction entre intelligence émotionnelle et intelligence artificielle, elle va stimuler l'intelligence émotionnelle. Il faut absolument pas, on n'approche pas, nous, l'intelligence artificielle de façon anxiogène. C'est une opportunité formidable de pouvoir exécuter un certain nombre de tâches avec un volume qui va nous décharger, nous, en tant qu'humains, pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Je pense que vous êtes nombreux dans cette salle au quotidien à pouvoir vous dire qu'est-ce qu'on peut faire pour passer plus de temps sur les tâches de fond. Eh bien, l'intelligence artificielle, elle va nous permettre de passer plus de temps sur les tâches de fond. Que vous soyez un médecin pour passer plus de temps avec vos patients, que vous soyez un homme ou une femme du marketing, pouvoir passer plus de temps sur la stratégie. Donc, il y a une dualité qui est extrêmement intéressante, mais qui, au final, est au service pour nous de l'humain. Clotilde, comment est-ce qu'on donne une personnalité à un robot? Parce qu'aujourd'hui, un robot ne peut évidemment pas ressentir une émotion, mais il peut la mimer. Comment on fait? Alors, il la mime absolument. Et c'est là aussi que je veux revenir sur votre question précédente tout en répondant à celle-ci. On peut conjuguer intelligence artificielle et intelligence émotionnelle. Il faut les conjuguer, les mettre l'une au service de l'autre, comme vient de le dire Luc, mais à aucun moment il ne faut les confondre, en fait, parce que l'intelligence émotionnelle n'est pas présente, je le disais à l'instant, mais je le répète, en fait, même en un quart d'heure, ça vaut le coup de le répéter, il n'y a pas d'émotion dans la machine. Par contre, on a de plus en plus de robots qui en simulent, qui vont simuler des émotions, dire qu'ils sont tristes, qu'ils sont inquiets, qu'ils se sentent seuls. Et là, on a des concepteurs qui essayent de développer un lien émotionnel entre un humain et une machine, et où la simulation d'une intelligence émotionnelle n'est pas du tout mise au service de... Enfin, elle est mise au service d'une relation artificielle, en fait. Et c'est pour ça qu'on crée une personnalité à un robot en lui donnant un nom, des traits de caractère, mais on n'est pas forcé de lui donner des émotions. Quand on dit donner une personnalité, ça peut être donner un caractère, ça ne veut pas dire que le robot doit nous dire qu'il est triste, qu'il se sent seul ou qu'il nous aime, tout simplement. On peut avoir une personnalité pour un robot qui reflète des valeurs, un esprit d'entreprise, pas forcément des émotions. Et justement, dans un monde de machines et d'algorithmes, quelle place pour l'humain, pour l'empathie, pour le cœur, pour l'altruisme? Je pense que la réponse est presque l'inverse de la question. C'est quelle place pour la machine dans un monde d'humain, d'empathie et d'amour, et quel rôle on veut lui donner? Est-ce que c'est ce rôle d'empathie aussi? Est-ce que c'est un compagnon? Est-ce que c'est un serviteur? Est-ce que ça reste un outil? C'est vraiment à nous de choisir quelle place donner à la machine dans notre monde humain et pas à l'humain de s'adapter à un monde de machines. Oui, le robot sera le reflet de ce que nous sommes et de nos valeurs. Il sera ce qu'on a envie qu'il soit, mais c'est là que c'est important de développer des comités d'éthique pour travailler autour de tout ça. Luc? Nous, on est clairement dans on développe effectivement... on est totalement alignés avec cette vision. Notre approche sur l'intelligence artificielle s'appelle Adobe Sensei. Elle est au service de l'humain, elle est là pour doper la créativité, doper les capacités d'analyse et de développement. Donc, nous, on est clairement convaincus, et j'en suis absolument convaincu, qu'on est effectivement dans une logique où on a une opportunité fantastique devant nous de mettre l'humain au centre. En revanche, on a une responsabilité importante, une responsabilité individuelle de développer chacun d'entre nous notre quotient émotionnel, parce que c'est ce qui va nous permettre de prendre une place effectivement prépondérante avec l'avènement de l'intelligence aussi artificielle à côté de nous. Vous allez avoir un assistant qui va vous permettre, et vous allez avoir une relation extrêmement riche avec un assistant, quel que soit votre domaine, pour pouvoir être effectivement plus orienté sur l'humain. Et on a une responsabilité sociétale et collective pour effectivement distiller, infuser deux piliers fondamentaux qui sont la diversité et l'intelligence émotionnelle au sein de l'éducation au plus jeune âge et au sein du parcours professionnel, au travers de la formation, au travers effectivement du management des entreprises. La responsabilité des entreprises de tech dans ce contexte aussi, c'est de s'assurer qu'on développe des IA qui soient équilibrées. Si on arrive à faire ça effectivement avec deux piliers fondamentaux, et j'insiste,
c'est la note extrêmement positive du débat. Diversité et intelligence émotionnelle sont les deux piliers qui vont permettre de faire en sorte que l'intelligence artificielle soit véritablement au service de l'humain. Merci beaucoup, merci Luc, merci Clotilde. Merci. Je retiens 2 mots importants, responsabilité pour vous Luc, éthique pour vous Clotilde. Pour aller plus loin, je vous invite à lire notre dossier dans Madame Figaro. Vous y découvrirez justement 3 start-upeuses inspirantes qui changent le monde. Comment ? Eh bien, tout simplement, dans leur entreprise, elles conjuguent les technologies du numérique avec la culture, l'esprit critique, l'écologie, le souci de soi et le souci de l'autre. Et ça fait un bien fou parce que l'IA, ce n'est pas que de l'intelligence artificielle, c'est aussi de l'intelligence artistique. Je vous remercie. Merci. Merci.